Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Roumillac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président de Manpower Group France. On a donc cette croissance française qui a été, on l'a appris cette semaine, plus résiliente que prévu, fin 2022. En ce début d'année, comment se porte, question traditionnelle pour vous, les intentions d'embauche? Non, mais c'est sérieux parce que il n'y a pas de décrochage, c'est toujours aussi bien orienté ou ça commence un peu à s'essouffler? C'est toujours bien orienté, simplement, les arbres ne montent jamais au ciel. Donc, il y a une inflexion? Il n'y a pas une inflexion, il y a donc un peu d'attassement. Quand on regarde ce qui a été un peu la courbe, c'est sur le début de l'année 2022, on était, quand on regarde notre activité de recrutement, à 25% de croissance, on était aux alentours de 10-15% sur la fin de l'année. Donc on sent bien, mais c'est normal, quand l'économie crée 90 000 emplois tous les trimestres et que la croissance est proche de zéro, c'est pas normal qu'on redescende un peu. Et là, ceci étant, sur janvier. Alors, ceci étant, donc on reste avec des demandes de recrutement qui sont importantes et on a sorti en début d'année donc notre baromètre trimestriel qui reste à des niveaux extrêmement hauts. C'est-à-dire que ce qui est toujours un peu surprenant, c'est qu'on a un marché de l'emploi qui reste très résilient, c'est-à-dire que les entreprises, manifestement, ont confiance dans le futur, peut-être quelques moments difficiles à passer, quelques incertitudes, mais sur le moyen terme, elles ont confiance. Elles restent confiantes pour cette année? Alors, elles restent confiantes pour cette année. Alors moi, quand je discute avec un certain nombre d'entreprises, il me semble que c'est lié aussi au fait que beaucoup sont dans des grandes transformations et qu'elles se disent, c'est maintenant que vont devoir se prendre les positions qui vont faire que demain, on va réussir ou pas. Elles sont dans les transitions numériques, dans des transitions écologiques. Et donc, aujourd'hui, peut-être, quitte à pincer un peu leur marge sur 2023, elles continuent à investir, en particulier dans les compétences dont elles ont besoin. Donc pas de clignotant qui vire au rouge ou à l'orange vif? Non, voilà. Donc on va dire sans doute pas une croissance à hauteur de presque 100 000 emplois par trimestre. Et je pense que c'est ce que disent tous les indicateurs. C'était des bons emplois. Certains ont dit qu'il y a beaucoup d'apprentis là-dedans, il y a beaucoup d'alternants, il y a beaucoup de... C'était vrai, c'est vrai. Donc il y a beaucoup d'alternants. Ceci étant, les alternants, c'est aussi une façon d'insérer des gens sur le marché de l'emploi. Non, mais c'est pas des CDI, voilà, du forme, ça je veux dire. Mais il y a beaucoup plus de CDI qu'avant la crise. Donc, et en particulier, ce qu'on voit, si on regarde notre activité de travail temporaire, l'activité de travail temporaire est à peine revenue au niveau de 2019, alors qu'on a beaucoup plus d'emplois. Donc beaucoup d'emplois ont été créés en CDI. On a vu d'ailleurs, nous, sur notre activité, beaucoup de transformations de contrats d'intérim en CDI. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, qui ont des difficultés à trouver les compétences dont elles ont besoin, elles veulent les sécuriser et donc elles proposent plus facilement des CDI. Alors après, il y a quelle est la qualification des jobs, mais en tout cas, en termes de répartition CDI, CDD, intérim, c'est clair que depuis la fin du Covid, on a vu une croissance très significative. Plus de CDI qu'avant. Et plus d'embauches en CDI. Les secteurs, toujours en tension, c'est toujours les mêmes? Alors, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de secteurs où je n'ai pas de gens qui me disent que c'est pas difficile de recruter. Voilà. Donc que ce soit dans la logistique, que ce soit dans le domaine du numérique, vous allez voir également, j'ai un banquier qui vous dit que recruter des gens pour de la banque de détail, c'est compliqué. Dans les secteurs financiers, des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans doute, on se rapproche dans certains plein emploi pour des gens qui sont employables aujourd'hui. Donc je pense que l'enjeu du marché du travail, je pense que c'est l'objectif de France Travail, entre autres, c'est d'aller chercher. Aujourd'hui, on estime qu'il y a donc 7 millions de personnes qui sont sans emploi ou demandeurs d'emploi, ou qui sont au RSA. Et ces gens-là, en général, nous, on travaille sur ces sujets-là. C'est bien sûr des populations avec lesquelles on est habitué à travailler. Et puis, on a lancé un certain nombre d'initiatives. C'est comment est-ce qu'on est capable d'aider ces gens-là qui, parfois, d'ailleurs, ont un certain nombre de freins, qui peuvent être des freins de logement, qui peuvent être des freins de santé, qui peuvent être des freins concernant les transports. Comment est-ce qu'on accompagne ces gens-là de façon plus pointue pour faire en sorte qu'ils soient capables de s'insérer? L'enjeu est là. Bon. Ça veut dire que les recruteurs sont plus enclins donc à embaucher en CDI, ça on l'a dit, à faire des efforts aussi sur les conditions de travail, sur les salaires à l'embauche. On peut dire que aujourd'hui le rapport de force, j'aime pas ce mot-là, parce que voilà, est plutôt en faveur des salariés. C'est une réalité vraiment quand on a les bonnes qualifications, c'est pas tout le monde non plus en même temps. C'est de plus en plus tout le monde.
Je dirais quelque part, il y a eu un changement avant et après le Covid. Avant, c'était déjà un marché de candidats, en particulier pour les gens très qualifiés, on va dire, pour simplifier, pour les cadres. Aujourd'hui, ça le devient aussi, y compris sur des métiers d'employés et d'ouvriers, où c'est compliqué, dans l'industrie, dans la logistique, pour les entreprises de trouver toutes les compétences dont elles ont besoin. Et ce qu'il faut, c'est que les entreprises s'adaptent à l'évolution de la demande. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs évolutions. La première, c'est un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Et on va y revenir sur une étude qu'on a remise. Oui. Une volonté d'avoir un plus grand respect. Voilà, je veux être plus respecté, je veux qu'on me prenne aussi pour qui je suis, qu'on s'occupe de moi, de mon évolution, de ma formation. Ce qui était sans doute vrai, encore une fois, avant, sur les métiers de cadre, aujourd'hui que l'on voit de plus en plus, y compris sur des métiers. Et la réponse des employeurs, des recruteurs, alors, la réponse sur tous les sujets, sur à la fois le respect, sur la partie monétaire, sur les conditions de travail, sur le CDI. Il y a 3 grands sujets aujourd'hui où il y a des attentes et sur lesquels nous, en particulier, on accompagne aussi l'entreprise sur ces sujets. Donc, meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, pour ceux qui le peuvent, télétravail. Et puis, on voit monter de plus en plus cette notion de semaine de 4 jours. Nous, on a demandé, on a posé la question, on a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire un arbitrage si vous passez à la semaine de 4 jours? Est-ce que vous êtes prêt à faire un arbitrage sur le salaire? Un salarié sur 3 serait prêt à diminuer son salaire de 5% en échange d'une semaine de 4 jours. J'ai envie de dire, il faudra faire un plus gros sacrifice que 5%. Si on veut travailler que 4 jours, puisque ça fait un jour en moins sur 5. Sauf que l'étude ne dit pas combien de jours vous travaillez combien d'heures vous travaillez pendant les 4 jours. Je voyais qu'il y avait une entreprise qui proposait à ses salariés de passer sur 4 jours, mais ils font 36 heures en 4 jours. Donc ils font voilà. Donc c'est ce que notre étude disait pas. Ceci étant, ça prouve au moins une chose, c'est que beaucoup de Français sont prêts à sacrifier une partie de leur salaire pour avoir plus de temps libre. Absolument. Et peut-être que d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de dire aussi au travers de la réforme des retraites. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Je vous ai dit du sens. Je veux travailler dans une entreprise dans laquelle je suis fier de dire que je travaille et dans une entreprise qui me respecte. Deuxième sujet, la rémunération. Vous avez une personne sur 2 qui vous dit « Aujourd'hui, je suis prêt à quitter mon entreprise pour trouver une entreprise qui va me fournir un meilleur salaire. » Troisième sujet, le sujet de la formation. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je vous ai dit, nous rentrons dans des phases de grande transformation. Les salariés le comprennent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont 1 sur 2 à dire on n'a pas la formation, on n'a pas la formation qui va nous permettre de nous adapter au monde de demain. Et d'ailleurs, y compris, on est prêt à changer d'entreprise, justement pour rentrer dans une entreprise dont on a le sentiment qu'elle... Il y a une prise de conscience de la part, encore une fois, des entreprises. Parce que là, on parle beaucoup du ressenti, du besoin des salariés. Quid, encore une fois, de la réponse des employeurs, des recruteurs? Ils ont conscience qu'il faut changer le logiciel, quasiment. Soit vous avez envie de recruter et vous changez, soit vous ne voulez pas changer, vous ne recrutez pas. Donc après, c'est chacun choisit son camp. Mais donc aujourd'hui, nous, on voit vraiment un changement majeur, on va dire depuis... le début de l'année 2022, les entreprises, et c'est pour ça qu'on fait toutes ces études, pour les aider à comprendre ce qui est en train de se passer, et elles adaptent gérer leur mode de recrutement. Mais ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'ensuite, tout ça, ça percole dans l'entreprise, et je vous évoquais tout à l'heure la notion de respect, la notion de fait aussi, et ça infuse au niveau du management. Donc ça nécessite des changements profonds, y compris dans les méthodes de management, et donc d'accompagner tous ces sujets. Les entreprises en sont là. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est pas un truc de grand groupe, ça, honnêtement. Ça infuse même dans les PME, dans les ETI. C'est pas une... Je pense qu'aujourd'hui, même si vous êtes artisan, et si vous avez une dizaine de personnes, je pense que vous les traitez différemment de la façon dont vous les avez traités il y a 3 ou 5 ans. Parce que, encore une fois, ils ont la capacité à pouvoir se positionner. Donc vous le faites de façon plus empirique. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus processé dans les grands groupes ou dans les ETI. Mais c'est clair que tout le monde, et tous les types d'entreprises, nous on travaille avec 40 000 entreprises, je peux assurer qu'à tous les niveaux, on voit bien qu'il y a des choses, il y a des questions qui se posent et des changements de comportement qui se passent. Les recruteurs là-dessus aussi. Bien sûr, on les accompagne, soit parce que d'ailleurs on voit, nous, une partie de la croissance de notre activité sur le recrutement est liée au fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me disent ça devient compliqué, on préférait que vous le fassiez pour nous, ça devient compliqué, y compris d'ailleurs de recruter des recruteurs.
Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, on travaille en amont sur ce qu'on appelle leur marque employeur, parce qu'un certain nombre de fois, les entreprises viennent nous voir en disant, écoutez, on n'arrive pas à recruter à notre place. Peut-être que dans certains cas, on ne va pas faire mieux, parce que la proposition de l'entreprise vis-à-vis des candidats n'est pas la bonne. C'est-à-dire quoi? Et là, je me mets à la place de ceux qui nous regardent en disant, ok, tout ça, c'est que des bonnes intentions, voilà, mais comment s'assurer que c'est sincère, que c'est suivi des faits, que c'est pas juste de la com? Après, vous avez... De la part des employeurs, de dire... Oui, mais vous avez d'abord de plus en plus de transparence, vous avez les réseaux sociaux, vous avez un certain nombre de choses telles que cela, vous avez des sites où les collaborateurs viennent évaluer leur entreprise. Je peux vous dire que si les gens ont le sentiment d'avoir été bernés, alors là, je veux dire, votre image, elle va en prendre un sacré coup. Donc ce qu'il faut, c'est justement travailler sur tous ces sujets-là, faire du benchmarking sur son bassin d'emploi, parce qu'en général, on a une double problématique. Une problématique de secteur, et une problématique de bassin d'emploi, parce que les gens ont une mobilité relativement limitée. Donc sur ce sujet-là, nous ce que l'on fait, c'est la question, premièrement c'est benchmarking sur les aspects rémunération, comment se positionne l'entreprise en termes de rémunération, en termes de conditions de travail, on évoque les sujets de télétravail et autres, on regarde ces sujets-là. Est-ce que l'entreprise, qui parfois a un certain nombre d'avantages qui peuvent être intéressants, est-ce qu'elle les communique suffisamment? Là encore, benchmarking par rapport à son territoire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus attractifs, de façon à bâtir, donc encore une fois, cette image employeur et cette proposition de valeur employeur, pour faire en sorte que l'entreprise soit, dans un premier temps, attractive, et comme je l'ai dit, et faire le travail de change à l'intérieur de l'entreprise pour faire en sorte que les choses soient vraiment réalisées. C'est compliqué, et je ne dis pas au niveau du management et des équipes. Mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, et franchement, les choses sont en train de bouger, et très vite. Combien de temps la pénurie de salariés va durer, Alain Romillac? Vous ne savez pas? Je pense que c'est parti pour longtemps. Bon. Pour plusieurs sujets. Premier, la démographie. Le vieillissement. Le vieillissement, et historiquement, on disait d'ailleurs, dans les années Hollande, on disait il n'a pas de chance parce qu'on a une démographie en France qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché du travail. Il y en a de moins en moins. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, transformation majeure des compétences. Et donc, ça sera toujours de plus en plus compliqué de trouver les compétences dont on a besoin si on n'est pas capable d'anticiper sur la transformation de ses propres compétences et d'accepter de prendre des gens qui n'ont pas les compétences qui sont opérationnelles la veille pour le lendemain, mais qu'on soit capable de prendre des gens, de les former sur les rôle des soft skills. Alors, d'où le rôle des soft skills, dont le premier est la capacité à s'adapter, la capacité à apprendre. Ouais. Voilà. Simplement, ceci étant, une fois que vous avez dit l'importance des soft skills, simplement, c'est qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'ont pas... On revient toujours sur notre sujet, comment vous insérez. Et à partir du moment où vous avez un problème de démographie, que vous avez une économie qui crée des emplois, si vous voulez que l'économie croisse à son niveau optimum, il faut aller chercher des gens... les plus éloignés de l'emploi. Juste, la rémunération, après on passe à autre chose. Donc c'est plus l'alpha et l'oméga, c'est plus le facteur clé pour les salariés? C'est un des facteurs clés. Mais c'est plus le facteur clé. Ça l'a déjà été d'ailleurs. Je ne suis pas complètement certain. Après, chacun a ses propres... Je crois que ce qu'il faut noter aussi, c'est une individualisation, ce qui pose d'ailleurs des problèmes aux DRH, qui veulent en général avoir des choses assez bien organisées. C'est qu'aujourd'hui, on rentre aussi dans un monde où chacun a envie d'être traité de façon différente et d'être traité comme il a envie. Il y en a certains, c'est... Moi, c'était le sujet tout à l'heure, je veux faire un arbitrage, je veux moins bosser, je suis prêt à lâcher sur la rémunération. Puis vous en avez d'autres qui disent non, moi, le principal, c'est la rémunération. S'il faut que je bosse plus, je suis prêt à bosser plus. Ouais. Comment est-ce que, d'ailleurs, dans une entreprise, vous gérez tout ça? Donc, l'individualisation. Après, je me dis qu'il y a du fait de ces pénuries de main-d'œuvre, est-ce que les entreprises s'ouvrent tout doucement, et là on bascule vers le sujet des seniors, de l'emploi des seniors, à recruter justement des seniors? Est-ce que c'est en train de bouger ou c'est toujours pas le cas? Il paraît que ça bouge dans l'industrie. Alors, ça bouge. Je pense que ça a d'abord bougé sur des sujets d'inclusion, d'aller chercher des gens plus éloignés de l'emploi, des personnes éventuellement en situation de handicap. Voilà. Le sujet des seniors est en train de venir, effectivement, grâce à... C'est une solution ou pas, les seniors, à la pénurie d'emploi? C'est une solution. C'est une solution. Non, mais pas sur le papier. Non, mais d'abord. Quand vous avez du mal à recruter, vous cherchez d'abord à garder dans votre entreprise des gens qui savent faire, donc des seniors. Alors simplement, c'est que dans un certain nombre de cas, vous avez anticipé qu'ils allaient partir à 58 ou 60 ans, et puis vous dites, bah tiens, il y a un changement et législatif
et parce que j'ai du mal à recruter, il faut que je les garde. Donc là, on est senior à partir de quoi maintenant? Il paraît qu'au-delà de 40 ans, on est déjà senior. Hein. C'est quoi la définition du senior? C'est plus de 50 ans? Non, je crois, en tout cas, moi, je n'ai pas une définition particulière. Non. Simplement, ce qu'il faut, c'est, et moi je vois dans mon entreprise, j'ai plein de gens qui ont plus de 60 ans, toujours plein d'énergie, qui ont toujours envie d'avancer et qui apportent beaucoup. Et puis vous en avez d'autres qui justement se sont mis dans la tête, toujours encore une fois, cette notion d'individualisation. Non, moi ce que je veux profiter le plus tôt possible de l'extérieur. Donc, il faut qu'on accompagne tous ces changements. Encore une fois, il faut qu'on accepte dans un monde où la démographie va être moins dynamique, où les gens vont devoir travailler plus longtemps, il faut encore une fois que les entreprises s'adaptent. Et justement, et qu'elles gardent leurs seniors. Et c'est tout le sujet. Et justement, qu'on se quitte, je vais vous faire réagir parce que hier soir sur France 2, la Première ministre Elisabeth Borne nous a dit, avec ce fameux index senior pour recenser le poids des seniors en entreprise, cet index, il pourrait très bien faire l'objet de sanctions contre les entreprises, non pas qui ne publient pas, mais qui n'emploient pas assez de seniors. Vous en pensez quoi? Alors, je lui poserai la question, mais bon, c'est simple. Moi, j'ai une entreprise de services numériques, j'ai une moyenne d'âge de 29 ans, j'ai 4000 personnes. Voilà. Ça veut dire quoi, l'index senior pour cette entreprise, par rapport à, par exemple, mon entreprise qui s'appelle Experis, par rapport à Manpower, où je dois avoir 42 ou 45 ans de moyenne d'âge. Il y a des entreprises qui sont... Bon. Donc, bien évidemment, sur le principe... Je pense que sur le principe, et puis de toute façon, on ne va pas y couper. Donc, à quoi? À des sanctions pour les... Enfin, à l'indice senior, et vraisemblablement, alors ça va être soit du name and shame, soit éventuellement des sanctions. Donc il faut simplement... Sanctions pour ceux qui ne publient pas ou ceux qui ont de mauvais scores? À minima, ceux qui ne publient pas, après on verra. Manifestement, bon. Ça serait carrément pour ceux qui ont de mauvais scores. Et votre réponse, c'est de dire qu'il ne faut pas faire un taux... Ben, il va falloir que ça s'adapte. On revient sur mesure. Hein. Il faut faire du sur-mesure. La loi, oui, parce que la loi, elle ne connaît pas très bien le sur-mesure. Mais je vous dis, on a des problématiques. Une start-up... Ce qu'il peut dire dans la loi, il faut qu'il y ait 20% de seniors, je ne sais pas... Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Parce que vous avez des entreprises qui ont plus de 50 ans de moyenne d'âge, et une start-up, vous n'allez pas lui donner cet indice-là. Et comment c'est opérationnel alors, cet index on va voir. Je vous rappelle qu'il y avait un très très bel dispositif de pénibilité, et d'ailleurs, et qui était absolument inopérant, et qu'on l'a fait évoluer à un moment. Donc il y a un temps politique, il y a un temps... Vous y êtes favorable ou pas à un index, encore une fois? Donc la réponse est non. Parce que non, mais je crois, non, mais si motivé, non, mais il faut que les entreprises, si c'est une façon à ce que pour les entreprises comprennent, et de temps en temps, il faut être un peu coercitif. C'est ce qui ne s'est pas fait sur les index hommes-femmes, et manifestement ça a bien marché. Bon, il y a toujours un gros écart de salaire entre les hommes et les femmes. Oh, mais ça a quand même énormément progressé. Ouais. Non, mais dans l'absolu. Mais quand vous regardez dans les entreprises, je peux dire que toutes les entreprises, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui jouent avec ça. Hein. Donc, alors après, qu'elles n'aient pas les mêmes niveaux de qualification, qu'il y en ait qui ait beaucoup plus de femmes qui soient à temps partiel et ainsi de suite, bien sûr, au niveau moyen. Mais dans les entreprises, je pense que les entreprises font le job. Donc, je pense que si demain, l'entreprise leur dit, c'est important, voilà, on va l'adapter à votre contexte, et il faut être sérieux là-dessus. Une entreprise, son rôle, c'est de s'adapter au souvent, contexte. Elle ne garde pas parce que ça coûte plus cher un senior, pardon de le dire basiquement, c'est ça aussi. Et puis vous avez des gens à 58 ans qui vous disent oui, ciao. Moi j'ai envie de partir. Ouais. Bon. Donc, mais je vous dis, je pense que le contexte aide. Le contexte qui fait que c'est difficile de trouver les compétences dont on en a besoin est aidant pour faire en sorte qu'à ce moment on se dise bon, ok. Et peut-être qu'il faudra qu'il y ait des aides, il y a peut-être des sanctions, il y a peut-être des aides qu'il faut avoir. Mais je pense que le contexte est plutôt favorable. Et je crois que les entreprises s'adapteront et feront en sorte que les seniors resteront plus à partir du moment où ils ont besoin de travailler plus. On en saura plus quand il y aura un dispositif. Voilà, parce que pour l'instant, c'est juste une déclaration de la Première ministre et je voulais vous faire réagir. Merci de passer nous voir. Alain Roumiac, donc le président de Manpower Group France. Merci beaucoup. Merci. Bye.